Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les studios de Mediapart, bienvenue dans Maghreb Express, l'émission de Mediapart qui vous emmène de l'autre côté de la Méditerranée. Aujourd'hui nous partons en Tunisie, le plus petit pays du Maghreb coincé entre l'Algérie et la Libye, connaît une crise économique et sociale profonde, malgré d'indéniables avancées démocratiques, constitutionnelles, sociétales, notamment en matière d'égalité hommes-femmes. Le pays reste empêtré dans cette crise. Comment se fait-il qu'il en soit ainsi encore aujourd'hui, 8 ans après la révolution de 2011 ? On en débat avec nos deux invités, deux spécialistes du Maghreb qui ont la Tunisie dans le sang. Sophie Bessis, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historienne, chercheuse associée à l'IRIS, qui est l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques à Paris. On vous doit de nombreux ouvrages, notamment une biographie de Bourguiba, ou encore ce livre monumental qui vient de paraître aux éditions Talendier, Histoire de la Tunisie de Carthage à nos jours. À vos côtés, Khadija Moursen-Finen, bonjour. Bonjour. Vous êtes également une auteure que l'on connaît bien ici à Mediapart. Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur le Maghreb. Le dernier, c'est celui-ci, Dissidente du Maghreb depuis les indépendances. Vous l'avez coécrit avec Pierre Vermeuren. Vous êtes enseignante et chercheuse à l'université Paris 1. Alors, première question, mesdames. La Tunisie est régulièrement citée comme un laboratoire, comme un modèle, comme une vitrine d'une démocratie, vitrine d'un lieu où les droits des femmes sont les plus en avance. Qu'en est-il ? La Tunisie est-elle vraiment cette exception, c'est-à-dire un pays qui a une longueur d'avance sur tout le monde, à la fois à l'échelle régionale du Maghreb, mais aussi à l'échelle du monde arabo-musulman ? Moi, je pense que le terme de singularité est plus pertinent que celui d'exception. Parce que l'exception se définit par rapport à une norme, et quelle norme y aurait-il à respecter ? Tandis qu'effectivement, la Tunisie présente des éléments de singularité incontestables. Vous avez parlé des droits des femmes, bien que l'égalité en droit ne soit pas encore acquise, il ne faut pas l'oublier, on présente souvent la Tunisie comme un pays totalement égalitaire juridiquement, ce qui n'est pas le cas, puisqu'une des grandes batailles aujourd'hui du mouvement féministe tunisien et d'une partie des femmes tunisiennes, c'est l'égalité successorale entre les hommes et les femmes. Mais incontestablement, c'est un pays singulier. Et la dernière de ces singularités, l'on peut dire, c'est que depuis la révolution de 2011, contrairement à ses voisins, ou à ses voisins un peu plus lointains, si je puis dire, du Machrek, eh bien, c'est le seul pays à ne pas avoir sombré dans un chaos politique, dans une guerre civile, dans une répression autoritaire comme en Égypte, et où une démocratie se construit difficilement, douloureusement, avec des crises. Effectivement, on parliez d'une crise économique, je parlerai d'un gouffre économique plus que d'une crise, puisque c'est quelque chose qui dure, d'un état, effectivement, de l'économie, de la société qui n'est pas très brillant aujourd'hui. Mais vous disiez très justement que la révolution a eu lieu il y a 8 ans. 8 ans, c'est très court à l'échelle de l'histoire. C'est pas parce que j'ai écrit un bouquin sur 3 millénaires, mais c'est très court à l'échelle de l'histoire. Et la Tunisie cherche ses marques, et une des choses qui m'apparaît, disons, expliquer en partie l'état d'anomie, le relatif état d'anomie dans lequel se trouve la Tunisie, c'est que si la Tunisie est entrée dans le XXIe siècle avec sa révolution, la classe politique en est restée au XXe d'une certaine façon. Et il y a une classe politique qui est aux manettes aujourd'hui et qui n'a pas pris la mesure de ce qu'il convient de faire après une période révolutionnaire. Et donc on est dans un immobilisme politique, un manque de vision, un manque d'initiative, des sissiparités partisanes qui ne servent à rien, des querelles d'ego qui tiennent lieu de politique, malheureusement. Et je ne suis pas sûr que les prochaines élections qui auront lieu en octobre et en décembre et en novembre prochain mettront fin à cette situation. Je pense qu'il faut attendre l'émergence d'une nouvelle génération politique qui est en train de se former aujourd'hui incontestablement, mais qui n'est pas encore arrivée aux commandes. Khadija, singularité plutôt qu'exception ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Singularité, c'est vrai, mais on a vu depuis 2011 que les pays qui ont été affectés par ce qu'on appelle assez improprement le printemps arabe, on a eu droit à une collection de singularités. Et chaque pays a effectivement été affecté, a évolué en fonction de son histoire, de son économie, de sa géopolitique.
Et la Tunisie, effectivement, a évolué ou a fait aussi sa révolution en fonction de sa propre histoire. Et là, il y avait une spécificité politique, une spécificité dans le régime politique, une spécificité aussi parce que c'est un petit pays sans ressources qui n'intéressait pas beaucoup, qui n'avait pas beaucoup d'enjeux au niveau international. Et donc tout cela lui a donné un caractère spécifique au niveau de sa révolution et au niveau de sa transition. Et cette spécificité se retrouve aujourd'hui. C'est un petit pays, effectivement, qui n'a pas sombré comme d'autres dans la guerre civile, qui a trouvé un modèle politique, et j'espère qu'il ne va pas être abandonné, qui est le partage du pouvoir entre des factions, deux grandes factions, que l'on croyait en tout cas incompatibles. Donc il y a spécificité, effectivement. Cette spécificité, elle est peut-être dans la capacité, et ça aussi c'est un produit de l'histoire, dans la capacité à négocier. La Tunisie, entre 2011 et les premières élections post-constitution de fin 2014, a connu des moments de crise aiguë, et la crise de 2013 a failli conduire à une catastrophe et à des affrontements très réels. Et on a retrouvé donc cette capacité des contraires, d'une certaine façon, à négocier, à aboutir à des compromis. Et peut-être est-ce aussi la conséquence, le produit d'une très vieille tradition d'urbanité en Tunisie. Une partie de la Tunisie, et les élites sortent de ce moule-là, est une société urbaine. La Tunisie, depuis la plus haute antiquité, la partie la plus urbanisée du Maghreb, avec une population citadine qui, depuis très longtemps, est la plus importante démographiquement, bien que maintenant ça se rejoigne, mais enfin, pendant très longtemps, c'était une... C'est important à souligner parce que le Maroc ou l'Algérie sont effectivement aussi traversés par des montagnes. Tout à fait. Alors, moi, je pense que la géographie conditionne l'histoire à beaucoup d'égards, et que donc, effectivement, la Tunisie est un pays assez plat, où il y a très peu de montagnes. Notre point culminant est de 1500 mètres, donc rien à voir avec l'Algérie et le Maroc. Des côtes. La Tunisie est un pays très ouvert sur la mer. L'Algérie, la Tunisie et le Maroc sont des pays beaucoup plus continentaux, beaucoup plus tournés vers la terre que vers la mer. Et donc, donc la Tunisie a donné naissance à des sociétés, des élites marchandes, ouvertes non pas forcément idéologiquement, mais ouvertes culturellement et commercialement, économiquement sur l'extérieur, et qui fait que peut-être c'est une des raisons de cette capacité au compromis qui se retrouve dans les négociations de 2013 et dans l'adoption d'une constitution qui est vraiment une constitution de compromis, qui est la constitution de 2014, où on trouve d'ailleurs malheureusement un peu la chose et son contraire, du fait du compromis justement. Finalement, la tunisianité, qu'est-ce que c'est? C'est ce que vous venez de nous décrire? Alors, c'est beaucoup de choses, à la fois la tunisianité, mais pour en revenir justement à cette capacité de négocier qui fait partie justement de ce caractère tunisien, je crois qu'un des grands acquis pour moi, en tout cas de 2011, c'est cette capacité, peut-être pas à partager le pouvoir, parce que le pouvoir en réalité n'est pas à partager. Et depuis 2014, on voit qu'il y a quand même une dominante moderniste, qu'on le veuille ou non, c'est une réalité. Mais il y a une capacité, et en tout cas à s'accepter les uns les autres malgré les différences et en ne voulant rien céder. Et je crois que la Constitution est le reflet de cela. Alors aujourd'hui, par exemple, le paysage politique ne reflète pas tellement cela, parce que les modernistes sont quand même en position de force, pour un tas de raisons d'ailleurs. Parce que les islamistes ont décidé de faire profil bas à cause de la situation régionale et de la manière dont aujourd'hui les frères musulmans sont acceptés ou pas acceptés, pour d'autres raisons aussi, parce qu'ils ont mal gouverné quand ils étaient au gouvernement. Mais je crois que malgré cela, quand on regarde aujourd'hui la gestion locale, par exemple les municipalités, il y a véritablement une capacité à s'accepter, à dépasser ce qui était tranchant et qui réapparaît chaque fois qu'il y a des élections en campagne électorale, mais on a presque le sentiment que ça devient artificiel puisqu'on sait que forcément
Ils vont finir par s'entendre, former des gouvernements, faire bloc. Alors ça, c'est constitutif aussi de cette tunisianité qui est beaucoup plus ancienne que ça, la tunisianité. Bien sûr, Sophie Bessis en a donné une très belle définition. Elle existait déjà de par l'histoire en Tunisie, de par les influences extérieures. Et Bourguiba, comme elle le dit, lui a donné une épaisseur parce qu'il est venu la définir et il est venu, si vous voulez, accentuer ce trait. Si vous voulez, par exemple, si on compare ça au Maroc, les Marocains, c'est l'inverse. Ils sont très fiers du fait qu'il n'ait pas eu d'influence extérieure, que la tradition ait été très forte. Moi, je dirais que les Tunisiens, dans ce cas-là, ils sont un peu dans un retour de stigmate, puisque vous nous voyez différents, avec des influences extérieures, etc., eh ben, nous, on en fait une identité. Et c'est ce qu'on est. Je pense que c'est ça, mais qui se retrouve aujourd'hui, cette tunisianité, même si le terme n'est pas vraiment employé comme le faisait très régulièrement Bourguiba, comme s'il l'avait lui-même produit ou inventé. Petite divergence tout de même avec Khadija Mohsen, parce que, bien sûr, je ne suis pas sûr que les modernistes dominent aujourd'hui la vie politique. Il ne faut pas oublier que le parti Ennahda participe au gouvernement, avec plusieurs ministres, tout de même, et des ministres dans des postes clés, même si le fait qu'Ennahda veuille faire profil bas aujourd'hui, c'est qu'Ennahda n'a pas envie d'avoir les grands ministères de souveraineté, qui sont d'ailleurs des ministères difficiles, l'intérieur, les finances, les affaires étrangères, mais tous les ministères techniques ont des ministres Ennahda. Le ministère des technologies, c'est très important, le ministère du commerce, c'est très important, et quand on regarde les organigrammes des ministères, là où Ennahda, le ministre n'appartient pas au parti islamiste, la structure du cabinet appartient au parti islamiste. D'autre part, les islamistes, après les élections municipales de mai 2018, ont les 2/3 des municipalités. Et donc, toutes les grandes villes de Tunisie, enfin, une bonne partie des grandes villes de Tunisie, à commencer par Tunis et par Sfax, qui sont les 2 plus grandes villes de Tunisie, dont les maires sont des maires islamistes. Et leur passage au pouvoir entre 2011 et fin 2013, et 2013, fait qu'ils ont conquis, de façon tout à fait relativement pacifique, parce qu'il faut aussi se souvenir des assassinats politiques non élucidés, etc., mais une partie de l'État profond. Et que moi, je rapprocherais, comparaison n'étant pas forcément raison, parce que les réalités ne sont pas forcément les mêmes, la stratégie du parti Ennahda à la stratégie de l'AKP turque. C'est-à-dire, il faudra le temps qu'il faudra. Il faut 5 ans, 10 ans, 15 ans. Les islamistes ont ceci de... c'est en ceci qu'ils sont beaucoup plus stratèges que les petits partis modernistes. Ce sont des stratèges et pas seulement des tacticiens. Tandis que les partis modernistes sont des tacticiens beaucoup plus que des stratèges. Ils regardent le court terme. Tout simplement des politiques. Oui, tout simplement des politiques. Et donc, ils sont partis à la conquête de l'État profond. Et on les retrouve tout de même dans une bonne partie des structures de l'État profond tunisien aujourd'hui. Oui, tout cela est vrai et tout cela est normal, puisqu'ils ont, ils s'en sont mieux sortis au niveau des élections municipales. Mais ils sont moins visibles. C'est en ça que... Oui, parce qu'ils ont choisi de être moins visibles aujourd'hui. Ils ont choisi de l'être. Mais ils sont présents, évidemment. Oui, et ils ont pour eux aussi quelque chose qui peut les renforcer, c'est aussi ce parti présidentiel qui n'en finit pas de se déchirer. Oui, alors pour l'instant... Oui, de se déliter, parce que bon, ça c'est la culture patrimoniale de cette vieille classe politique tunisienne, et le fait que le fils du chef de l'État soit à la tête, soit très contesté, soit à la tête de ce parti présidentiel a abouti à son délitement et à cette espèce de débandade que l'on voit aujourd'hui. Et puis il ne faut pas oublier que officiellement aujourd'hui, le chef du gouvernement, qui est en délicatesse avec le chef de l'État, est soutenu tout à fait officiellement par le parti Ennahda. Et bon, qui le soutient, cela dit, comme la corde soutient le pendu, dans la mesure où, le jour où ça ne lui conviendra plus de soutenir le chef du gouvernement, il cessera de le soutenir. Donc, les frontières, je crois, entre partisanes et interpartisanes sont beaucoup plus floues qu'on ne pourrait le croire, vu de l'extérieur. Un bloc moderniste, un bloc islamiste. Dans les partis qui se disent modernistes,
comme Nida Tunis ou comme le serait Tahia Tunis si Tahia Tunis perdure, il y a des conservateurs sociétaux. Disons que les conservateurs sociétaux sont proches à certains égards des islamistes, même si politiquement ils sont contre. Et donc les islamistes peuvent, sur certains sujets de société, ratisser plus large que leur propre base sociale. Alors nous allons en parler justement un petit peu des réformes sociétales et de ce qui bouge au sein de la société et des résistances aussi au sein de la société. Et c'est Bourguiba un peu qui va nous servir de transition. Vous parliez de lui, c'est une figure qui est régulièrement invoquée parce que on dit beaucoup que la Tunisie d'aujourd'hui ne serait pas celle-ci s'il n'y avait pas eu cet homme qui a donc été au pouvoir de 1956 à 1987 et qui a été le premier chef d'État de la Tunisie indépendante. Dès son arrivée au pouvoir, il a interdit la répudiation, la polygamie, les mariages sans le consentement de l'épouse. C'est un homme qui incarne cette avant-garde que constitue la Tunisie du point de vue du droit des femmes. Et j'aimerais qu'on s'arrête là-dessus quelques instants. Est-ce qu'on peut là aussi parler d'une réelle exception tunisienne sur ces questions-là, ou est-ce qu'on n'est pas en train d'assister aussi à un recul lié aussi à ces résistances au sein de la société qui sont pas forcément portées uniquement par les courants islamistes et je pense notamment à cette inégalité successorale, cette inégalité devant l'héritage entre les femmes et les hommes, où les hommes se taillent la part du lion par rapport aux femmes. Qu'en est-il? Quel est votre point de vue là-dessus? Alors, que la Tunisie ait été exceptionnelle dans le droit donné aux femmes dès 1956 avec le code de statut personnel, ça c'est un fait. C'est une réalité et la femme a eu des droits qu'aucun pays arabe n'a accordés depuis, y compris le Maroc au niveau de la réforme de la Moudawana. Ça, c'est un fait certain. Maintenant, les résistances que l'on observe aujourd'hui, pour moi, ne constitue pas forcément un recul. Sauf que le régime politique a changé, la réalité politique a changé. C'est-à-dire que quand Bourguiba a mis ce système en place, il était très puissant, il était très autoritaire et les résistances étaient soit masquées, soit terrorisées, envoyées en prison ou autre. Mais il y a eu des résistances qui sont très connues, Ben Brad, Neifer, etc., qui étaient, eux, des conservateurs, des traditionalistes. Aujourd'hui, si vous voulez, d'abord le traditionalisme, il prend un caractère politique au niveau de la résistance et aujourd'hui, c'est visible. Et on peut le dire et on peut l'afficher. Donc, si vous voulez, ces résistances à ces évolutions sociétales qui sont portées par Béji Caïd Sebsi, qui s'inscrit dans le prolongement de Bourguiba, elles sont aussi politiques. C'est comme ça qu'on se positionne contre Nahda, avec un tel, contre un tel, qui peuvent être d'ailleurs des accords conjoncturels, des rapprochements conjoncturels. Alors concernant la loi sur l'égalité devant l'héritage, c'est un projet de Béji Caïd Sebsi. Reste à savoir pourquoi il a mis ce projet sur la table à ce moment précis. Pourquoi présenter des projets sociétaux au moment où les réformes politiques ne sont pas réalisées, comme si on pouvait avancer sur la société au moment où ça bloque au niveau politique, comme si on voulait aussi confirmer de la part de Béji Caïd Sebsi le fait qu'il soit dans les pas de Bourguiba, comme s'il voulait aussi laisser une trace dans l'histoire, comme s'il voulait marquer son modernisme, et ce modernisme ne le rapproche pas forcément de l'Occident, il peut le rapprocher aussi de ceux qui détestent les frères musulmans, c'est-à-dire les Émirats arabes unis. Donc je crois que il y a plusieurs raisons qui font que, effectivement, aujourd'hui, c'est sur la table. Mais même si on n'arrive pas, et je pense que Sophie Bessis va en dire les raisons, si on n'arrive pas à obtenir tout de suite des succès dans ce sens, il y a un débat. Il y a un débat qui est aujourd'hui très présent en Tunisie. On en débat de manière relativement sereine d'ailleurs et intellectuelle, et c'est déjà une avancée, même si on n'obtient pas ce qui était prévu.
Oui, la culture du débat s'installe en Tunisie, et ça, je crois que c'est quelque chose de très important. Façon sereine, pas toujours, tout de même, parce que la présidente de la COLIB, par exemple, Bosh Abdelhaj Ahmed, a reçu des menaces de mort, et on l'a contrainte à accepter une protection dont elle ne voulait pas. Ça aurait pu être pire. Oui, ouais, ça peut toujours être pire. Ailleurs. Ça, c'est sûr. Mais enfin, tout de même. Ailleurs. Elle a reçu ailleurs, bien sûr. Sur cette même question. Donc, c'eût été pire ailleurs, certainement. Et, par exemple, puisqu'on parlait de l'ensemble du Maghreb tout à l'heure par rapport à l'Algérie et au Maroc, le débat sur l'égalité successorale peut avoir lieu en Tunisie, alors qu'en Algérie, par exemple... Quasi inexistant. Il est totalement inexistant et il n'est pas concevable. Non seulement il est inexistant, mais il n'est pas concevable. On est loin. Bon, au Maroc, il y avait eu un rapport du CNDH, mais qui avait été enterré... Une résistance de la société qui avait été enterrée très rapidement. Alors, ce qu'il convient de dire, c'est que depuis le Code du statut personnel de 1956, il y a 2 générations, un peu plus de 2 générations qui sont passées. C'est-à-dire qu'il y a plus de 2 générations de femmes qui ne savent pas ce que c'est que la polygamie, qui ne savent pas ce que c'est que la répudiation. Oui, qui trouvent ça naturel, qui trouvent ça parfaitement naturel. Qui, effectivement, le Code du statut personnel 56 spécifie bien que le mariage est formé par le consentement explicite des 2 époux. Donc le mariage forcé n'existe plus. Donc il y a des avancées, et il y a eu en Tunisie, parce qu'il y a eu aussi une politique de contraception et de planning familial très importante. Je vous donne un chiffre qui vous donne la mesure, là aussi, même si les avancées de la Tunisie sont ambiguës, mais des avancées quand même. À la fin des années 50, la Syrie et la Tunisie avaient à peu près le même nombre d'habitants, un peu moins de 4 millions d'habitants, en 2011. La Tunisie avait 10 millions d'habitants et la Syrie 22 millions. Bon, donc, vous voyez, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu cette politique, la Tunisie aurait aujourd'hui plus de 20 millions d'habitants. Donc, cette politique de planning familial a changé la taille et la nature de la famille. Donc, il y a eu une révolution sociétale, incontestablement, ce qu'on appelle aujourd'hui une révolution des rapports de genre. Même si, dans une série de domaines, évidemment, les inégalités économiques, les inégalités sociales, les inégalités d'accès à l'espace public, les inégalités de responsabilité politique s'ajoutent à ce qui demeure des inégalités politiques. Mais, moi je suis convaincu qu'en Tunisie comme ailleurs, la réaction conservatrice que l'on constate aujourd'hui avec une violence décuplée, eh bien, est un résultat aussi de cette évolution. C'est-à-dire que là, la conception patriarcale et viriliste de la société est remise en question. Et les réactions sont d'autant plus importantes. Il y a tout de même des régressions, pas sur le plan juridique. Sur le plan juridique, depuis la Révolution, il n'y a eu que des avancées, puisque la Constitution postule l'égalité des sexes, qui n'existait pas dans la Constitution de 1959, hein, égalité des citoyens et des citoyennes devant la loi, que la circulaire de 1972 sur l'interdiction du mariage de la musulmane avec un non-musulman a été abrogée, et que donc aujourd'hui, il y a une liberté totale de choix du conjoint par la femme, ce qui n'était pas le cas. Donc il y a eu des avancées juridiques incontestables, mais il y a des régressions, et j'en donnerai sur 2 plans. La société, cette partie extrêmement conservatrice de la société tunisienne qui s'est sentie pousser des ailes au cours des dernières années avec l'arrivée en première ligne de l'islam politique qui reprend une partie de ses aspirations. Dans les régions de l'intérieur du pays, il est pratiquement devenu impossible de faire une IVG, par exemple, parce que les médecins invoquent la clause de conscience, les infirmières et les sages-femmes ne veulent plus et culpabilisent les jeunes filles qui veulent aller faire une IVG, et donc il y a vraiment des zones de non-droit en Tunisie qui affectent les classes populaires dans la mesure où les femmes de la bourgeoisie peuvent aller dans des cliniques privées où sans problème elles pratiqueront l'IVG. Il y a cela, et il y a l'école. Et il y a l'école qui est un lieu de conservatisme encore extrêmement important, et le laxisme et le relatif délitement de l'État depuis le remplacement, disons, de l'État autoritaire durant la séquence 1956-2011 par un État qui cherche un nouveau fonctionnement sans le trouver, parce que comme je vous le disais, on le trouve pas en 8 ans, eh bien, fait que vous avez une prolifération d'écoles religieuses qui popularise les versions les plus obscurantistes de l'islam, où on voit les petites filles qui sont voilées à l'âge de 5 ans, etc. Et ça, il y a eu un scandale récent d'ailleurs, parce qu'on a découvert une école comme ça qui était épouvantable. Et donc vous avez incontestablement des progrès, vous avez une société civile
porte la revendication de progrès, parce que ce qui est très important, c'est pas une singularité tunisienne, mais en Tunisie c'est plus avancé, c'est qu'aujourd'hui, la question du statut des femmes est une question qui ne concerne plus seulement les femmes, mais qui est une ligne de clivage politique et sociétal dans l'ensemble du monde arabe d'ailleurs, enfin dans l'ensemble des pays du monde arabe en paix. Voilà. Et ça c'est extrêmement important. Donc la revendication d'égalité est portée bien entendu au premier chef par les associations féministes, mais également par les associations de sauvegarde des droits humains, etc., etc. Et ça c'est important. Vous releviez le choix du calendrier de faire cette loi sur l'égalité successorale à un moment où la population attend aussi des perspectives économiques et sociales et estime que aussi ce n'est pas le bon moment pour mener ces réformes sociétales, que l'urgent c'est pas tant les droits des femmes, les questions démocratiques, mais c'est du pain, du travail. Si vous prenez la question de l'égalité successorale, avant d'être, elle est couverte du manteau religieux, mais c'est avant tout une question économique, avant tout. C'est-à-dire que l'inégalité successorale empêche les femmes d'accéder au foncier, avant tout, bien sûr. Et que pour disons la majorité des hommes dans les familles, etc., il est inconcevable que les femmes accèdent au foncier. Or, elles représentent plus de 50% de la main-d'œuvre agricole et elles possèdent entre 2 et 4% du foncier en Tunisie. Donc, si ce n'est pas là un enjeu économique, donc certes on le recouvre du manteau de la religion, mais avant tout il faut y voir un facteur d'inégalité. Et d'ailleurs, les associations féministes ont beaucoup travaillé sur le versant économique de l'inégalité successorale qui est bien évidemment. Important. Et quelle est votre lecture donc de cette situation économique et sociale actuelle qui est quand même dans une impasse? Mais pour faire le lien avec ce qui vient d'être dit, ça c'est une question qui s'est posée dès 2011. C'est-à-dire quelle priorité donner pour répondre aux attentes des Tunisiens. Et très rapidement, on est allé vers les questions idéologiques, vers les questions politiques, parce qu'elles étaient importantes. Quelle démocratie mettre en place? Quel modèle de société mettre en place? Quel système politique va-t-on mettre en place? Et donc, ça s'est posé et ça a fait perdre beaucoup de temps à la Tunisie. D'abord, la Constitution n'a pas pu s'écrire tout de suite, ce qui est normal. Et pendant qu'on écrivait la Constitution, pendant que c'était pas une perte de temps parce qu'il y a eu un débat très intéressant et très productif au niveau idéologique, mais pendant ce temps, si vous voulez, au niveau économique et social, il n'y a pas eu de réponse. Alors, pourquoi il n'y a pas eu de réponse? Parce que je pense que la classe politique, même si elle n'est pas très compétente, elle y a certainement pensé. Est-ce qu'il y a une incapacité à répondre à ces questions? Est-ce qu'il y a un désaccord sur la manière dont on va y répondre? Est-ce qu'il y a une incapacité à hiérarchiser les priorités, les régions d'abord, tel projet d'abord, le FMI et son diktat ensuite? Tout ça a fait que, effectivement, les questions sociétales, les questions idéologiques ont été dominantes. Et à un moment donné, à mon avis, il était beaucoup trop tard pour répondre immédiatement aux attentes. Et chacun des gouvernements disait finalement il va y avoir des élections et je vais laisser les grandes réformes à mon successeur. Alors au moment où il fait ça, Beji Caïd Essebsi, je pense qu'il voulait aussi se démarquer de son allié, son adversaire au moment des élections qui devient aussi son allié, marquer aussi son empreinte dans l'histoire, c'est important, se réinscrire dans le prolongement de la politique moderniste de Bourguiba. Je crois qu'il y a une affirmation de tout cela à la fois, mais je crois que c'était une chose qu'il pouvait faire, qu'il pouvait mettre sur la table sans être contesté
par Ennahda, tout en donnant, si vous voulez, des réponses et des gages à son électorat moderniste. Ce sont les femmes qui ont majoritairement voté pour lui. C'est son camp moderniste qu'il faut aussi ressouder à un moment donné. Ce serait beaucoup plus difficile aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il est franchement très divisé, voire fracturé. Mais je pense que ces décisions qu'il prend sont quand même révélatrices d'un moment. Par exemple, le mariage d'une Tunisienne musulmane avec un non-musulman, c'est presque passé inaperçu. Oui, c'est passé très facilement. C'est passé très facilement, énorme. de manière inaperçue. Pour une raison d'ailleurs, là encore, sociétale. Parce que, disons que les Tunisiens aussi s'adaptent au principe de réalité. Et que depuis une quinzaine d'années, les mariages, il y a beaucoup plus de jeunes femmes dans l'émigration, et que donc les mariages dits mixtes, mais avant, les mariages mixtes, c'était des hommes tunisiens avec des femmes étrangères. Et il y a de plus en plus de mariages de femmes tunisiennes avec des hommes étrangers. Et voilà. Et donc, ces espèces de conversions bidons, ça ne tenait plus. Alors, à quel moment on sait Voilà. qu'elle est passée on sait qu'elle est passée quand il y a des résistances, quand il y a des maires, par exemple, qui refusent. Oui, le maire du Kram avait refusé. Du Kram d'honorer des mariages comme ça. Donc là, on se dit, bon, bah, finalement, c'est bien passé, c'est une réalité. D'autres, au contraire, reçoivent le couple pour les marier dans leur mairie. Donc il y a dans la réalité, peut-être pas au niveau du débat, mais une réalité aussi qui vient faire écho à ce qui a été adopté. Moi, je voudrais juste rajouter quelque chose sur la question économique. Je crois que ce n'est pas forcément, certes, les questions idéologiques et sociétales ont primé dans le débat sur la Constitution, encore que les volets économiques de la Constitution soient présents, mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Toute la classe politique tunisienne, islamiste compris, sont formatés à l'ultralibéralisme. Oui, et que donc c'est une culture, d'ailleurs, bon, ce n'est pas un hasard si le chef du gouvernement, Youssef Cheh, a à peu près l'âge de M. Macron, c'est-à-dire qu'ils sont nés en même temps que l'ultralibéralisme, en gros. Et que c'est donc une idéologie, n'ayons pas peur des termes, c'est une idéologie dominante. Et on sait très bien que tous les mouvements apparentés aux frères musulmans sont des ultralibéraux en économie. Donc là, il n'y a pas de clivage à ce niveau-là. Il n'y a pas d'affrontement entre les islamistes et les dits modernistes. Sur le plan économique, ils sont parfaitement d'accord. Et ils sont incapables d'enclencher des réformes de fond, pas seulement parce que leur horizon est un pur horizon électoral et que depuis 2011, tous les gouvernements qui sont succédés mettent des sparadraps quand il y a une fuite d'eau, mais ils vont pas beaucoup plus loin. C'est qu'ils sont incapables de changer de paradigme économique et social. Ils ne peuvent pas. Donc la charrue est mise avant les bœufs absolument tout le temps. Je vous en donne un exemple. On dit il faut des infrastructures dans ce pays. Bon, très bien, il faut des infrastructures. Moyennant quoi, au lieu de définir une politique, par exemple, et de dire quelles sont les infrastructures qui vont faciliter la mise en œuvre de cette politique. C'est-à-dire les infrastructures régionales, on veut quoi? On veut une marginalisation plus grande des régions intérieures? On veut une littoralisation plus grande de l'économie? Pour l'instant, toutes les infrastructures qui sont construites vont dans le sens d'une littoralisation plus grande de l'économie et continuent à transformer les régions intérieures en espaces répulsifs économiquement. Donc, cette idéologie est un facteur de consensus au sein de la classe politique tunisienne et interdit ce changement de paradigme qui est absolument nécessaire pour enclencher, disons, une nouvelle dynamique de l'économie tunisienne qui profiterait à la société. Oui, puisque si on prend l'immolation de ce jeune journaliste précaire à Kasserine en décembre dernier, 8 ans après celle de Mohamed Bouazizi, le vendeur ambulant qui a déclenché la révolution. C'est un fait divers tragique, si vous voulez, mais il y a une espèce de rêve, je pense. Alors le fait divers est totalement tragique. Hein, oui, mais il n'empêche que la jeunesse, elle n'arrive pas à sortir la tête de l'eau.
et les régions restent également marginalisées. Et effectivement, pour prolonger ce qui vient d'être dit, on a le sentiment que le passage d'un système politique ou d'un schéma politique à un autre a été pensé avec des difficultés, avec des douleurs, et que le passage d'une économie à une autre n'a pas été pensé. N'a pas été pensé, et qu'on agit là pour payer les fonctionnaires, pour aller vite à des réponses hâtives et conjoncturelles dans le sud ou ailleurs. Et la région de Kasserine pose toutes ces questions à la fois. La question des jeunes, du chômage des jeunes, du tissu industriel qui s'est délité, de ces régions qui ont été il y a longtemps agricoles et dont l'agriculture a été abandonnée. Donc, si vous voulez, c'est un concentré. Ce n'est pas par hasard du tout que la révolution a éclaté dans ces régions, mais c'est bien aussi de rappeler que 8 ans après, les choses n'ont pas changé fondamentalement et qu'ils sont confrontés aux mêmes difficultés. Alors je rajouterai quelque chose, parce que vous savez, quand on commence à travailler sur l'histoire longue, comme je l'ai fait, on apprend beaucoup de choses. Et on apprend cette continuité depuis la plus haute antiquité. Oui, toutes les révoltes tunisiennes sont parties exactement de la même région. C'est-à-dire ces régions qui sont en opposition. Alors, l'opposition est complexe, hein, c'est pas de noir et blanc, c'est plus gris, c'est pas une opposition frontale, il y a aussi des complémentarités entre l'intérieur et la côte, forcément. Mais il y a toujours eu et même des différences culturelles entre l'intérieur et la côte. Incontestablement, hein. Différences culturelles, différences économiques, différences de structure sociale également, et maintenant, enfin depuis longtemps déjà, différences de niveau économique qui fait qu'effectivement les frustrations socio-économiques des populations des régions de l'intérieur sont beaucoup plus importantes que la révolte est partie de là. Mais ça va être très difficile, parce que ça va pas être, tiens, maintenant on va développer les régions de l'intérieur. Il se trouve que la Tunisie, comme d'autres pays également, surtout si on la remet dans le contexte de la mondialisation favorise partout la littoralisation des économies. Bon. Et non pas des économies relativement autocentrées, agricoles, etc. Et réellement, l'intérieur du pays est en voie de désertification démographique. Incontestablement, c'est à peine un tiers de la population. Vous avez 70% de la population tunisienne qui vit à proximité des côtes. Donc, désertification démographique, donc désertification au niveau des infrastructures, etc., etc. Voilà. Et alors, quand les économistes pur jus, si vous voulez, se disent pourquoi aller développer ces endroits-là qui sont perdus pour l'économie, d'une certaine façon. Donc, il faut essayer de faire en sorte que la population ne migre pas trop, migre lentement, mais cette population migre. Donc, trouver des dynamiques économiques qui puissent retisser un tissu économique et social en Tunisie, là, il faut des pensées de long terme. Et ces pensées de long terme n'existent pas. Une dernière question. La Tunisie est traversée par des tensions internes, mais également externes, à l'heure où l'Algérie se soulève de manière extraordinaire et on peut le dire formidable, puisqu'ils ont réussi à se libérer d'Abdelaziz Bouteflika, du clan, mais pas encore du système, à l'heure aussi où le maréchal Haftar envisage de marcher sur Tripoli, l'homme fort qui règne à l'est de la Libye, pulvérisant tous les efforts de paix de ces dernières années, efforts qui sont plus que laborieux. Quel est votre regard sur cette région en mouvement? Est-ce que vous êtes inquiète? Non, je pense que il y a une nouvelle ère qui s'ouvre avec les changements qu'elle implique. Alors, au niveau de l'Algérie, il y a un changement, mais l'Algérie, si vous voulez, avec sa classe politique, elle a apporté à la Tunisie, si vous voulez, une sécurisation de sa frontière et elle a apporté beaucoup au niveau du renseignement. Donc ça, c'est une chose qui va être en flottement pour le moment, avant que les choses ne s'installent en Algérie. Mais en tout cas, tout mouvement de la part des populations est toujours le bienvenu. C'est-à-dire que ce système politique qui est appelé à changer, selon quel calendrier, à quelle échéance, on ne le sait pas, mais ça peut ouvrir des portes aussi à une coopération plus grande et réelle au niveau de la région.
Reste que la Libye, là, effectivement, c'est un souci réel. C'est un souci réel, on ne sait pas comment ça va évoluer avec ou sans le maréchal Haftar d'ailleurs, au niveau de la sécurisation des frontières, au niveau de la sécurité, au niveau justement de ces passages, de l'économie parallèle qui se fait. Donc là, c'est un réel souci. Quant à l'Algérie, moi, pour le moment, je n'ai pas envie d'être soucieuse et je me dis que c'est une dynamique qui se fait en Algérie et qui peut entraîner effectivement des dynamiques régionales et qui peut faire sauter des verrous aussi bien du côté tunisien que du côté algéro-marocain. Bien sûr. Oui, la Libye, c'est quelque chose de très important parce qu'il ne faut pas oublier que quand on regarde une carte de la Tunisie, elle est raccrochée, bien malgré elle, mais c'est le cas, à cette grande zone de non-droit qu'est la région saharo-saharienne. Bon, et qui est aujourd'hui une région gouvernée, on va dire, par des entités djihado-mafieuses. Voilà, hein, djihado-contrebandières, djihado-mafieuses, et toute la frontière sud de la Tunisie, la région de Ben-Garden, la frontière avec la Libye, est parfaitement intégrée à cette transnationalisation informelle et mafieuse. Complètement. C'est-à-dire que la population frontalière du côté tunisien ne vit que de cela. Que de cela. Et chaque fois d'ailleurs que les autorités essayent de mettre un peu d'ordre dans la situation, eh bien, vous avez des révoltes, hein, et des révoltes qui sont d'ailleurs actionnées souvent par les grands barons, les grands barons de la mafia. Hein. Autre danger venant de Libye, c'est que on sait très bien que les commandos djihadistes, par exemple, qui avaient, il y a 2 ans, tenté d'envahir la ville frontalière de Ben-Garden, sont formés et viennent de Libye. Donc, plus la situation est chaotique en Libye, plus la Libye peut constituer la base arrière, et donc, pour le Nord, la base avant, d'entités djihadistes. C'est le cas. Maintenant, il n'est pas sûr du tout que l'autoproclamé maréchal Haftar, malgré les soutiens dont il bénéficie, c'est le soutien en sous-main de la France, y compris celui de la France, qui est un des pays, occidentaux qui soutient le plus le maréchal Haftar, mais enfin il est soutenu par l'Arabie Saoudite et les Émirats essentiellement. Hein. Et alors là, on peut d'ailleurs tomber des nues en voyant la naïveté de certains commentateurs en Occident, parce que effectivement Haftar promet qu'il va démanteler les islamistes, les frères musulmans, mais enfin, il a intégré dans son armée tous les djihadistes. Oui. Hein, parce que vous savez très bien que dans le grand jeu moyen-oriental aujourd'hui, Qatar soutient les entités proches des frères musulmans et les Émirats et l'Arabie Saoudite soutiennent les entités djihado-salafistes, parfaitement intégrées dans le mode de gouvernement Haftar et dans l'armée de Haftar. Donc, c'est très compliqué. L'Algérie ? L'Algérie, je partage l'avis de Khadija Mohsen, c'est-à-dire que pour l'instant je regarde depuis 1 mois et demi, maintenant 2 mois, avec émerveillement, et les Algériens ont tant souffert que s'ils arrivent aujourd'hui à faire naître un nouveau régime qui les libérerait enfin d'un régime qui les enferme depuis 1962, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est pas hier, que c'est pas avant-hier, mais que c'est avant-hier, et que la guerre d'indépendance qui ouvrait des espoirs a été confisquée, comme vous le savez, par l'armée des frontières, puis etc. On va pas refaire l'histoire d'Algérie aujourd'hui. Maintenant, évidemment, comme toute transition, elle sera difficile. Elle sera difficile. Ce ne sera pas une transition simple. On ne va pas arriver par une opération du Saint-Esprit d'un régime autoritaire, militaire, d'abord, puis familialiste et patrimonial avec Bouteflika, à une démocratie exemplaire. Donc, là aussi, il y aura des affrontements. L'essentiel, et c'est ce que je souhaite pour les Algériens de tout mon cœur, c'est que ces affrontements inéluctables, ces divergences inéluctables, soient cantonnés au champ politique, qui est un champ pacifique, qui est un champ de la négociation et qui ne sortent pas du champ politique, c'est-à-dire que l'Algérie ne réédite pas des expériences qui ont été tragiques dans son histoire, c'est-à-dire des expériences conflictuelles, voilà. Donc, bien sûr, il y aura des problèmes, aucune transition n'est tyrannique, mais peut-être les Algériens aujourd'hui sont capables, et c'est ce que je souhaite et c'est ce que je vois pour l'instant, eh bien, de régler leurs différends par la voie pacifique et pas par des voies guerrières.
Alors nous allons terminer justement sur cet espoir et cet émerveillement face au soulèvement algérien. Merci à toutes les deux. Je rappelle donc vos deux ouvrages passionnants, Dissidents du Maghreb depuis les indépendances, de Khadija Morsen-Finan et Pierre Vermeuren, et puis Une histoire de la Tunisie de Carthage à nos jours, de Sophie Bessis. Merci à vous deux. Merci à vous. À très bientôt pour un nouveau numéro de Maghreb Express sur Mediapart.